9 petites minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour faire basculer l'un des plus lourds secrets de la VE République et pulvériser en direct ce qu'il restait du prestige de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État venait tout juste d'achever une plaidoirie enflammée devant la commission parlementaire, niant avec une conviction théâtrale toute implication financière avec la Libye. D'un regard perçant lancé à Sébastien Lecornu, il arborait le calme triomphant de celui qui a vu passer 1000 tempêtes, sûr de son éloquence, persuadé que, comme toujours, son verbe acéré suffirait à désamorcer les bombes judiciaires. Et puis, sans prévenir, le Premier ministre s'est levé. Dans un calme glaçant, il a sorti de sa mallette des documents capables de figer le sang et l'Assemblée entière avec. Ce n'était pas un simple rappel des polémiques du passé. Non, ce fut l'instant exact où un jeune quadragénaire a pulvérisé preuve à l'appui, le vernis d'un ancien chef d'État le réduisant au silence en quelques phrases assassines. Pour mesurer l'onde de choc qui allait faire trembler les murs du Palais Bourbon, en ce mois de janvier 2026, il faut remonter le film près de 2 décennies en arrière. À l'époque, Nicolas Sarkozy s'apprêtait à franchir les portes du pouvoir suprême. Et le premier chapitre de cette fresque trouble s'écrivait non pas à Paris, mais dans les salons étincelants de Tripoli, où Mouammar Kadhafi trônait en despote fantasque sur un empire de pétrole et de paranoïa. Vers 2005-2006, la diplomatie française, encore engluée dans les séquelles sanglantes des attentats de 1991, s'efforçait de recoller les morceaux avec le régime libyen. Sarkozy, alors patron du ministère de l'Intérieur et obsédé par l'Élysée, flairait dans cette main tendue vers Kadhafi un triple jackpot booster sa stature internationale, garantir de juteux contrats aux entreprises hexagonales et surtout décrocher un discret coup de pouce financier pour sa future conquête de la présidence. C'est à ce moment-là, dans le flou diplomatique le plus total, qu'un personnage aussi discret que sulfureux fait son entrée en scène, Ziad Takieddine. Franco-libanais au charme trouble marchand, d'armes aguerri et fin connaisseur des zones grises de la géopolitique. Il se spécialise dans un art bien particulier connecté les dictatures avec les élites occidentales, tout en faisant circuler discrètement des valises pleines de promesses. Depuis les années 90, il tissait des liens étroits avec Tripoli servant d'interface officieuse entre les caprices libyens et les ambitions européennes. Né en 1950 à Beyrouth, Takieddine s'est construit un empire dans ce qu'on appelle pudiquement l'exportation de matériel de défense. En réalité, un monde d'opacité fascinante où les intérêts des États croisent les appétits privés et où la corruption n'est pas une anomalie mais une méthode. Son répertoire, un véritable who's who du pouvoir douteux généraux. Africains émirs du Golfe, ministres européens à la mémoire sélective autocrate du Moyen-Orient. Il avait la carte VIP des circuits d'argent sale qui alimentent l'industrie mondiale de la guerre. Sa vraie valeur ajoutée, il jouait les entremetteurs dans les plus gros deals d'armement entre Paris et des régimes autoritaires, bien décidés à renforcer leur arsenal. Pour chaque contrat signé, il encaissait une commission variant de 3 à 8%, une manière polie de nommer des pots de vin habilement dissimulés sous l'étiquette de conseil stratégique. En clair, il graissait les rouages de la corruption transnationale et tout le monde trouvait ça normal ou faisait semblant. À partir du milieu des années 90, Takieddine s'était taillé une place de choix au cœur du système Kadhafi. En brave sans scrupules les sanctions internationales, il avait facilité l'acheminement d'équipements militaires français vers la Libye, scellant ainsi une alliance tacite avec Tripoli. Cette entente, née du contournement des règles, avait forgé une confiance solide entre l'intermédiaire et les services de renseignement libyens qui voyaient en lui un partenaire sûr loyal et surtout efficace. C'est fort de cette position qu'il glissa lors d'un rendez-vous discret, minutieusement préparé au Bristol à l'automne 2006, une proposition explosive à Nicolas Sarkozy. Le message était limpide, Kadhafi était prêt à ouvrir grand les vannes financières pour propulser sa campagne. À ses yeux, Sarkozy incarnait l'unique dirigeant français capable de refermer durablement le chapitre des tensions franco-libyennes et de faire sauter les verrous sur le commerce d'armes. Une aide colossale, certes, mais condamnée au silence le plus absolu pour ne pas provoquer d'incidents diplomatiques. Car accepter un tel appui revenait à piétiner sans détour l'arsenal juridique français
encadrant le financement électoral. Depuis les dérives des années 90, la loi avait durci le ton interdiction totale des fonds venus de l'étranger, proscription des dons d'État ou d'entités étrangères et plafonnement sévère des contributions individuelles à 7 500 € par candidat et par scrutin. Autant dire que la proposition relevait d'une transgression frontale assumée et parfaitement consciente. Toucher plusieurs millions d'euros en douce de la part d'un régime autoritaire étranger. Ce n'est pas juste un délit financier puni par une décennie derrière les barreaux et une amende d'1 million, c'est aussi jouer avec le feu de la trahison. Car en acceptant un tel pactole venu d'un pouvoir hostile aux principes démocratiques, c'est toute l'indépendance du futur chef d'État qui se retrouvait, en solde, livré aux caprices d'une dictature pétrolière. Et pourtant, à en croire les confidences explosives livrées plus tard par Taqi-Eddine Sarkozy, auraient discrètement validé l'arrangement. Rien de très compliqué côté logistique, les fonds étaient retirés en liquide des coffres libyens planqués dans des valises, puis discrètement acheminés jusqu'à Paris. Une fois sur place, les sacs changeaient de main, confiés aux proches du candidat, chargés d'alimenter discrètement la machine électorale. Entre novembre 2006 et mars 2007, Taqi-Eddine aurait effectué pas moins de 3 allers-retours entre Tripoli et la capitale française. À chaque fois, dans les soutes diplomatiques, des valises remplies de cash échappaient au contrôle. Total estimé du butin, 5 millions d'euros, une montagne de billets représentant à elle seule un quart du budget officiel de campagne de Sarkozy. Autant dire que ce n'était pas un coup de pouce, mais un investissement à long terme. Version autoritaire, mai 2007. Nicolas Sarkozy décroche la présidence avec un avantage de 6% sur Ségolène Royal. La victoire, loin d'être discrète et célébrée en grande pompe au Fouquet's, le symbole parfait du luxe ostentatoire, un choix de lieu qui fera grincer bien des dents dans l'opinion publique. Puis, à peine 2 mois plus tard, une autre scène déroutante, Paris, déroule le tapis rouge à Mouammar Kadhafi. Le dictateur libyen est reçu avec les honneurs à l'occasion d'une visite d'État qui choque autant qu'elle intrigue. Et comme pour parachever cette comédie diplomatique, Kadhafi installe littéralement sa tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny juste en face de l'Élysée. La presse s'enflamme. Derrière les flashs et les sourires crispés, cette rencontre marque bien plus qu'un simple rapprochement politique. C'est en creux le règlement discret d'une dette embarrassante. La France signe alors pour des milliards d'euros de contrats avions, Airbus réacteur civil pétrole pour Total. L'amitié franco-libyenne se paie comptant. Pendant 4 longues années, le silence est d'or. Le secret du financement libyen reste verrouillé comme un coffre-fort. Seule une poignée de privilégiés détient les clés du mystère. Sarkozy lui gouverne sans accroc, impose son style de rupture et semble intouchable. Aucune fuite, aucune enquête sérieuse, le vernis de la légitimité tient bon, du moins en apparence. Puis en 2011, la scène bascule brutalement. Alors que la vague du printemps arabe déferle sur la région, elle frappe de plein fouet la Libye. Le peuple se soulève et le régime de Kadhafi chancelle. Dans un revirement digne d'un thriller diplomatique, la France de Sarkozy, jadis alliée du guide libyen, se transforme en chef de file de l'offensive militaire internationale. Les Rafales français survolent Tripoli, larguent leurs missiles sur les forces loyalistes et participent activement à l'effondrement sanglant du régime. En octobre, Kadhafi meurt traqué et lynché. Mais ce virage militaire soulève une interrogation vertigineuse, chuchotée dans les couloirs mais rarement osée à haute voix. Et si cette guerre n'avait pas seulement pour but la défense des droits humains, et si l'enjeu caché c'était surtout de réduire au silence un ancien allié devenu trop dangereux? Kadhafi aurait-il été exécuté pour éviter qu'il ne déballe tout sur un financement occulte? Une opération de nettoyage par le feu, version diplomatique. Dans les années qui suivent, les pièces du puzzle commencent à émerger. En 2012, après que Sarkozy a perdu l'Élysée face à François Hollande, un tremblement médiatique secoue. Paris Mediapart dégaine un document classé. Il date de 2006 et émane directement des services secrets libyens. On y lit noir sur blanc qu'un accord aurait été scellé pour injecter 50 millions d'euros dans la campagne de Sarkozy. Le chiffre paraît délirant, sans doute gonflé par la propagande de Tripoli, mais le principe, lui, ne laisse guère de place au doute.
Acculé par une pluie d'enquêtes judiciaires visant ses magouilles sur fond de contrats d'armement douteux, Ziad Takieddine joue sa dernière carte parlée. Mais pas gratuitement, il négocie habilement une immunité partielle auprès du parquet en échange de révélations fracassantes. Et c'est dans un tourbillon médiatique parfaitement orchestré qu'il balance tout. Tour à tour devant Mediapart Le Monde et la juge Serge Tournaire, il lâche la bombe, lui-même aurait convoyé en personne 5 millions d'euros en cash depuis Tripoli jusqu'à Paris, qu'il aurait remis directement à des proches du clan Sarkozy. Des propos aussi détaillés qu'explosifs, mais accueillis d'abord avec une certaine méfiance. L'opinion publique gavée d'années de récits fumeux racontés par des intermédiaires véreux hésite à y croire. Pourtant, ces aveux suffisent à déclencher une procédure judiciaire en bonne et due forme. Les chefs d'accusation. Rien de moins que corruption passive d'un haut responsable, financement illégal d'une campagne par une puissance étrangère, détournement de fonds publics venus de l'étranger et blanchiment en bande organisée, du très lourd. Le juge Serge Tournaire, un vétéran du dossier Elf et des grandes affaires de corruption transnationale, prend alors les commandes. Méthodique, implacable, il construit un dossier titanesque, 100 témoins interrogés sur 7 années, 23 000 pièces, saisies, analysées et des enquêtes financières lancées dans 12 pays. Il remonte les pistes, fouille les circuits, espérant retrouver un jour l'ombre des billets libyens éparpillés dans le système bancaire français. Entre 2014 et 2025, ce n'est plus une enquête, c'est un labyrinthe judiciaire à la Kafka. Sarkozy, épaulé par son avocat Thierry Herzog, un poids lourd du barreau fin stratège des causes politico-financières, déclenche une riposte procédurale d'une violence redoutable. Recours, appel, contre-enquête, leur plan est clair, transformer le procès en marathon juridique sans ligne d'arrivée. Premier pilier de la contre-attaque, salir la source. Pour démonter l'affaire, les avocats de Sarkozy choisissent d'abord la tactique bien rodée du discrédit personnel. Ziad Takieddine est décrit sans détour comme un mythomane, en série un escroc opportuniste, prêt à inventer n'importe quoi pour éviter la prison. Pour appuyer cette version, il dégaine un arsenal de témoignages anciens, associés, collaborateurs, partenaires d'affaires, tous affirmant que ce monsieur est un roi du baratin, un manipulateur hors pair et surtout un habitué du double jeu. Deuxième levier, torpiller les preuves. Chaque document présenté par l'accusation est méthodiquement remis en question. Les fameuses pièces libyennes de la pure propagande fabriquées par le régime de Kadhafi selon la défense, les relevés bancaires inexploitables puisque les banques concernées ont été détruites dans le chaos libyen, et pour les témoignages d'ex-responsables libyens, jetés à la corbeille, ce ne seraient que les propos amers de perdants en quête de vengeance. Troisième ligne de front, faire exploser le procès de l'intérieur. L'équipe Sarkozy s'attaque alors aux fondations juridiques de l'instruction. Chaque écoute téléphonique est dénoncée comme une atteinte à la confidentialité des échanges protégés. Les perquisitions qualifiées de brutales, intrusives, voire humiliantes. Aucun acte n'échappe à la contestation. Tous les recours possibles sont mobilisés pour gripper la machine judiciaire et pousser les juges à l'erreur. Un vrai manuel de guerre procédurale version haute voltige. Quatrième mouvement, dans la partition défensive, l'art de détourner l'attention. Pour noyer l'affaire principale dans un océan de batailles secondaires, l'équipe Sarkozy multiplie les procédures parallèles. On attaque les journalistes pour violation du secret de l'instruction. On traîne Mediapart en justice pour diffamation. Et on saisit la Cour européenne des droits de l'homme en criant au procès biaisé et hyper médiatisé. Chaque action annexe bien calibrée gagne du temps et ralentit le rythme du procès principal. La stratégie épuiser la machine judiciaire par l'asphyxie administrative. Mais le plus redoutable coup de théâtre ne vient pas des avocats, mais du cœur même de l'accusation Ziad Takieddine. En 2020, il jette un pavé dans la mare en modifiant partiellement sa version des faits. Résultat, une cacophonie juridique monumentale. Sa position bancale sème le doute chez les magistrats, et sa réputation de témoin clé s'effondre sous les regards inquiets de l'opinion. Ce flou soudain ne sort pas de nulle part. Menaces physiques, promesses d'argent pour acheter son silence, pression familiale ou peur pour sa vie, tout indique qu'il est pris en étau. Et puis en mars 2020, alors qu'il se planque au Liban pour fuir la justice française, il balance un retournement spectaculaire dans une interview inattendue à Paris Match.
Face caméra, il déclare « J'ai menti. Les valises d'argent libyen Pure Invention. Sarkozy n'a jamais touché un centime de Kadhafi. Les juges m'ont mis la pression. Ils m'ont promis l'immunité si je collaborais. » Un virage à 180 degrés qui laisse les milieux judiciaires et politiques bouche bée, c'est la stupeur générale. Le témoin vedette se transforme en bombe à retardement. Il n'aura fallu que quelques heures au clan Sarkozy pour transformer le revirement de Takieddine en victoire juridique éclatante. Profitant de cette rétractation surprise comme d'un joker tombé du ciel, ses avocats montent aussitôt au créneau. Thierry Herzog, le fidèle stratège du président déchu, exulte devant les caméras. « Notre client a toujours été droit dans ses bottes. Aujourd'hui, c'est prouvé, le principal accusateur avoue avoir tout inventé. Il n'y a plus rien à juger. » Dans la foulée, l'appareil médiatique sarkozyste se met en marche. Une véritable offensive d'images est lancée, orchestrée au millimètre tribune. Talk show, article bien placé. Le récit officiel. Cette volte-face serait la preuve irréfutable de l'innocence de l'ancien président. Fin de l'histoire. Rideau. Mais 15 mois plus tard, en juin 2021, la pièce prend un virage digne d'un film à suspense. Depuis, Beyrouth Takieddine refait surface dans une interview fleuve accordée à Mediapart. Et là, coup de théâtre, il retire sa rétractation. « J'ai menti sur le fait d'avoir menti. On m'a acheté, on m'a menacé. Mais la vérité, c'est que j'ai bel et bien transporté ces 5 millions en liquide de Tripoli à Paris. Je suis prêt à en reparler devant les juges. » C'est la panique. Ce double retournement jette l'instruction dans un chaos complet. Les juges se retrouvent avec un témoin devenu sa propre contradiction, hier accusateur, ensuite négateur, puis à nouveau accusateur. Comment bâtir un dossier solide quand la pièce maîtresse du puzzle change de forme à chaque coup de vent? La crédibilité de l'accusation vacille dangereusement comme un château de cartes, tremblant sur ses fondations. Malgré leur ténacité remarquable et une rigueur saluée par leurs pairs, les juges, Serge Tournaire et Haïm Bourassi, se heurtent à un mur d'absence de vide d'ombre. Car dans cette affaire, les preuves tangibles se font désespérément rares. L'argent liquide, par définition, ne laisse aucune empreinte numérique, aucun relevé bancaire à tracer. Et les témoins clés libyens disparus, soit morts au cœur de la guerre civile de 2011, soit engloutis dans le désordre sanglant qui a suivi. Autant chercher des fantômes dans un champ de ruines. Les documents officiels, eux aussi, se sont évaporés dans le chaos. Lors de la chute du régime, les archives de Kadhafi ont été méthodiquement pillées, détruites ou vendues aux plus offrants. Parmi les figures qui auraient dit pu tout éclairer, un nom revient sans cesse, le colonel Abdallah Senoussi. Patron des services secrets libyens, bras droit et beau-frère de Kadhafi, il tenait les ficelles de toutes les opérations de financement occultes à l'étranger. Un témoin clé, sans doute l'un des derniers à détenir la vérité. Mais là encore, la piste s'effondre. Capturé en 2012 en Mauritanie, extradé à Tripoli, jugé à huis clos et condamné à mort par contumace, Senoussi finit mystérieusement relâché. Et lorsque la justice française tente de l'interroger, il oppose un refus ferme. Motif, il craint pour la sécurité de sa famille restée en Libye. Résultat, silence radio, un silence qui en dit long. Un autre homme clé aurait pu faire pencher la balance, Bachir Saleh. Bras droit de Kadhafi, chef de cabinet et gardien présumé du coffre-fort libyen, il détenait sans doute les clés de toute l'affaire. Mais en 2011, au moment où tout s'écroule, Saleh s'évapore avec une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Il trouve refuge dans un pays du Golfe opaque intouchable qui, sans surprise, refuse toute collaboration avec la justice française. Une cachette dorée hors d'atteinte des juges. Les magistrats n'ont pourtant pas abandonné. Une commission rogatoire internationale est lancée, mais reste lettre morte, Saleh ne sera jamais entendu. Et les fameuses archives bancaires libyennes qui auraient aussi pu confirmer noir sur blanc les retraits massifs décrits par Takieddine, soit réduites en cendres par les bombes de 2011, soit définitivement inaccessibles, emportées par l'effondrement des banques libyennes dans le chaos post-Kadhafi. Les rares pièces récupérées, des bribes de documents bancaires illisibles, pour certains tronqués, pour d'autres,
et constamment contesté par la défense, rien de solide, rien d'irréfutable, et ainsi en décembre 2025, après 13 longues années de rebondissements d'obstacles judiciaires et de feuilletons médiatiques à répétition, la Cour d'appel de Paris se résout à trancher non-lieu partiel faute de preuves suffisamment claires, une décision qui divise autant qu'elle soulage et qui laisse derrière elle un goût d'inachevé. Dans leur décision finale, les juges finissent par admettre l'évidence, les soupçons sont lourds, les indices concordants et le scénario d'un financement libyen occulte tient debout. Mais sur le plan purement juridique, il manque l'arme du crime, cette preuve matérielle incontestable qui permettrait de condamner sans trembler. En droit pénal français, le doute profite à l'accusé et dans ce dossier, le doute s'est accroché comme un chewing-gum sous une semelle. Pour Sarkozy, c'est une victoire. Mais une victoire d'école, un succès procédural plus qu'un acquittement moral. Ce non-lieu partiel est le fruit de failles dans l'enquête et de l'absence de preuves béton, pas d'une démonstration éclatante de sa probité. D'ailleurs, les magistrats eux-mêmes le précisent, noir sur blanc, ne pas condamner, ne signifie pas blanchir. Cela veut simplement dire que la machine judiciaire, malgré tous ses efforts, n'a pas réussi à clouer le cercueil avec certitude. Qu'à cela ne tienne, Sarkozy lui s'empare de ce moment comme d'une scène de théâtre. Sur les marges du palais de justice encadré par son avocat Thierry Herzog, le sourire aux lèvres et son épouse Carla Bruni, fidèle au poste, l'ancien président orchestre une conférence de presse digne d'un final hollywoodien. Caméra braquée, micro tendu, il déclame avec ferveur chaque mot pesé pour les faits. La justice a enfin rétabli la vérité. Les mensonges s'effondrent, je suis blanchi. Et de conclure la voix vibrante dans un numéro d'émotion parfaitement calibré. 13 ans, 13 longues années de calomnie, d'acharnement debout. Aujourd'hui, c'est fini. Un triomphe d'image, sinon de justice, et une nouvelle démonstration de son talent à retourner le récit à son avantage. Chaque jour, on m'a traîné dans la boue. Mon nom, mon honneur, ma dignité ont été piétinés sans relâche par la calomnie. Mais je n'ai jamais douté que le jour viendrait où la vérité reprendrait ses droits. Ce jour, le voici. Je suis innocent, complètement, définitivement, blanchi de toute honte. Ainsi résonne la tirade finale de Nicolas Sarkozy entre posture martiale et émotion calibrée. Problème. Sur le plan juridique, ce grand moment de réhabilitation frôle la surinterprétation, car un non-lieu dans le langage froid du droit ne vaut pas acquittement. Il signifie qu'on ne peut pas prouver la culpabilité, pas que l'innocence est démontrée. Mais qu'importe pour Sarkozy, l'essentiel n'est pas dans les subtilités juridiques, mais dans le récit qu'il impose. Et ce récit, il le déroule avec méthode. Profitant d'un non-lieu certes fragile mais médiatiquement exploitable, l'ancien président lance une offensive de reconquête à partir de janvier 2026. Multiplier les apparitions publiques, fait saturer les ondes de son discours. Fait, clé de voûte de l'opération, un livre manifeste à la couverture tapageuse intitulé « La vérité sur l'affaire libyenne ». 13 ans de persécution politique. En quelques jours, le pavé devient best-seller propulsé par une campagne de com millimétrée et soutenu par tout un réseau politique et médiatique parfaitement huilé. Un comeback en forme de contre-attaque, il se déploie partout, sur les plateaux télé, dans les studios radio à la une des grands hebdos. 2 heures face à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews, une émission événement sur TF1 pilotée par Gilles Boulot, 12 pages grand format dans le Figaro Magazine et une interview marathon avec Laurent Ruquier sur On n'est pas couché. À chaque apparition, Sarkozy ressasse inlassablement le même refrain. Il aurait été la cible d'un complot politico-médiatique implacable monté de toutes pièces par ses ennemis, jurés de gauche. Victime pas coupable, cible pas fraudeur. Mais derrière cette campagne médiatique millimétrée se cache une manœuvre bien plus vaste, reconquérir le terrain narratif, reprendre la main, avant les législatives de 2027, où les Républicains rêvent d'un retour en force. Officiellement, Sarkozy est à la retraite politique. Officieusement, il reste le parrain incontournable de la droite française. Une prise de parole de sa part peut faire décoller ou couler n'importe quelle candidature. Son ombre pèse encore sur tout l'échiquier. Mais ce plan de communication pensé au cordeau scénarisé comme un comeback triomphal
va se retourner contre lui avec une violence inouïe. Ce que Sarkozy ne sait pas, c'est qu'en coulisses, le gouvernement Lecornu détient désormais un arsenal de preuves explosives. Des documents irréfutables, juridiquement béton, récupérés en secret et que la justice classique, malgré 13 ans de traque obstinée, n'a jamais réussi à obtenir. Une tempête silencieuse approche et l'ancien président ne voit rien venir. Des pièces ultra-sensibles, longtemps enfouies dans les tiroirs poussiéreux du secret défense français, refont surface. On parle ici de documents classifiés extraits lors d'opérations clandestines de nos services en territoire libyen. Mais ce n'est pas tout d'anciens barons du régime Kadhafi, exfiltrés discrètement et placés sous haute protection en France, ont commencé à parler. Et surtout, il y a ces bandes audio et vidéo arrachées au coffre-fort numérique de la sécurité intérieure libyenne. Des images brutes, des sons impossibles à démentir issus des archives les plus verrouillées du clan Kadhafi. Pourquoi ces preuves accablantes n'ont-elles jamais atterri dans un tribunal? Parce qu'elles ont été récupérées au terme d'opérations à haut risque, menées loin des regards officiels? Tandis que la Libye sombrait dans une anarchie totale entre milices gouvernements concurrents et chaos géopolitique, la DGSE, le renseignement extérieur français lançait une série de missions secrètes pour sauver ce qui pouvait encore l'être les preuves, avant que Moscou, Ankara ou pire encore des groupes djihadistes ne s'en emparent. Parmi ces opérations, l'une d'elles sort du lot nom de code Siro. En mars 2023, une unité d'agents infiltrés parvient à accéder à un bunker oublié sous le sol de Bab al-Azizia, l'ancien QG de Kadhafi, une ruine depuis les frappes de 2011. Ce qu'ils y trouvent? Les dossiers fantômes des services secrets libyens, des preuves qu'aucun juge n'aurait pu espérer voir un jour. Et elles vont tout changer. À 8 mètres sous terre, protégés comme des trésors d'État et miraculeusement épargnés par les pillards, dormaient des secrets explosifs. Ce sont là, dans des coffres militaires dissimulés au fin fond d'un complexe en ruine, que les agents français ont mis la main sur un pactole documentaire, centaines de dossiers classés top secret, bandes audio au souffle poussiéreux, disques durs bourrés d'enregistrements de conversations entre dignitaires libyens et intermédiaires venus d'ailleurs. Le régime de Kadhafi, fidèle à son obsession maladive du contrôle total, marque de fabrique de tout pouvoir dictatorial qui se respecte, avait pris soin de tout capter, tout stocker, tout archiver. Chaque chuchotement diplomatique, chaque accord douteux, chaque promesse d'enveloppe, rien n'échappait à l'oreille du colonel. Cette collection méthodique d'aveux compromettants n'était pas une simple lubie paranoïaque, c'était une stratégie. Le compromat en version Made in Tripoli. Des cartouches prêtes à être dégainées pour faire plier à tout moment n'importe quel dirigeant étranger tombé dans ses filets financiers. Pendant 4 décennies, Kadhafi a patiemment bâti un véritable arsenal de dossiers toxiques, prêts à exploser avec des noms de présidents, de ministres et de chefs d'État du monde entier en première ligne. Au milieu de ce butin documentaire hallucinant, un ensemble de dossiers attire particulièrement l'attention, ceux estampillés NS Vonil LAN 7, appellation codée côté Tripoli pour désigner l'opération de financement occulte de la campagne de Nicolas Sarkozy. Sur pas moins de 347 pages, se succèdent relevés confidentiels, annotations griffonnées à la hâte ordre de virement synthèse d'agents de renseignement et procès-verbaux de réunion, le tout détaillant avec une précision chirurgicale l'ensemble de l'opération DATE, montant passeur itinéraire de l'argent et bénéficiaires finaux. Un mode d'emploi complet pour financer une présidentielle illégalement. Le 15 janvier 2026, dans un élan d'assurance spectaculaire, Sarkozy convainc l'Assemblée nationale de lancer une commission d'enquête parlementaire sur les soupçons de financement libyen. Pensant jouer offensif et utiliser l'arène politique comme scène de réhabilitation, il accepte sans trembler de comparaître le 20 janvier. Il s'apprête à livrer un grand numéro de vérité devant les caméras. Mais ce qu'il ignore totalement, c'est que Sébastien Lecornu, tapi dans l'ombre, prépare un coup de théâtre dévastateur. Le Premier ministre a dans le plus grand secret négocié avec Emmanuel Macron l'autorisation d'ouvrir les vannes du renseignement et d'exposer au grand jour les preuves accablantes jusque-là tenues à l'écart des tribunaux. Fini les non-dits, les précautions diplomatiques, l'affaire libyenne
va exploser au grand jour, peu importe le prix politique à payer. 22 janvier 2026, 15 heures tapantes. Le décor est planté, l'Assemblée nationale déborde, les bancs sont pleins, les objectifs cliquettent, les caméras filment. C'est dans cette arène que Nicolas Sarkozy fait son entrée, le pas ferme, le regard perçant. À 71 ans, l'ex-chef de l'État affiche une forme étonnante. Costume anthracite, parfaitement taillé, silhouette droite, il incarne toujours cette incarnation du pouvoir qui a marqué la Ve République. Il se lève, prend une inspiration brève et entonne d'un ton théâtral maîtrisé jusqu'au souffle. « Mesdames, messieurs les députés, si je me tiens devant vous, aujourd'hui c'est pour livrer une bonne fois pour toutes ce que certains redoutent depuis longtemps la vérité. Je n'ai jamais, au grand jamais, reçu le moindre centime de Mouammar Kadhafi. Tout cela n'est que tissu de mensonges, rumeurs orchestrées, diffamations grossières. Pendant 25 minutes, c'est un véritable récital à la sauce, Sarkozy gestuelle nerveuse, phrase « choc ton offensif ». Il dégaine tour à tour l'indignation feinte, les pics bien placés contre la presse, les allusions appuyées à la justice à deux vitesses, et finit par faire vibrer l'hémicycle d'un appel au bon sens républicain. Il étrille Taqi-Eddine, qu'il décrit comme un escroc international en quête d'auto-sauvetage, démonte la crédibilité des documents libyens qu'il qualifie de mauvais pastiches de propagande dictatoriale et se dépeint en homme traqué pris pour cible par une machination politique médiatique montée de toutes pièces par ses opposants historiques. « J'ai porté l'écharpe tricolore de la République », martèle-t-il avec une gravité calculée. « J'ai assumé la plus haute fonction de l'État avec loyauté, droiture et dans le respect des institutions. Personne, je dis bien personne, ne pourra bafouer mon nom ou piétiner mon héritage en s'appuyant sur des fictions cousues de fil blanc. La vérité ne se laisse jamais enterrer. Et aujourd'hui, elle refait surface. Je le répète, je suis innocent. » Un tonnerre d'applaudissements éclate aussitôt dans les rangs des républicains galvanisés. L'ambiance vire au triomphe. Sur les bancs de droite, certains sourinent déjà à l'idée d'un retour en grâce. Les analystes politiques, eux, préparent leur papier, le grand comeback de Sarkozy. Mais soudain, l'atmosphère bascule. Sébastien Lecornu, depuis son siège gouvernemental, se lève et sollicite la parole en tant que membre de droit de la commission. Un murmure de surprise traverse l'hémicycle. Le président de la commission, visiblement pris de court par cette demande peu banale, hoche lentement la tête. Le silence retombe glacial lourd. Les regards convergent vers le Premier ministre. Quelque chose se prépare. Lecornu imperturbable quitte lentement son siège. D'une démarche assurée, il gagne le centre de l'hémicycle, une élégante serviette de cuir noir à la main. Il fixe Sarkozy avec une intensité glaciale, puis sans hausser le ton, lâche une phrase qui résonne comme une gifle dans un silence religieux. « Monsieur le Président, permettez-moi de saluer votre talent remarquable dans l'exercice du mensonge maîtrisé. » La tension devient palpable. L'ancien chef d'État pris de court fronce légèrement les sourcils. L'Assemblée figée n'ose plus respirer. « Vous invoquez la vérité avec emphase. Eh bien, nous allons précisément la rétablir ici et maintenant. Et croyez-moi, elle n'est pas à votre avantage. » Le choc est frontal, sec, brutal. Sarkozy se redresse visiblement piqué au vif. L'atmosphère se densifie encore. Lecornu ouvre lentement la serviette en extrait une chemise marquée d'un code WIL 106-147. Il lève les yeux vers l'auditoire. Voici un document officiel extrait des archives du régime libyen récupéré par nos services lors d'une opération sensible à Tripoli. Il s'agit d'un ordre de retrait signé par Bachir Saleh, le bras droit de Kadhafi, montant 5 millions d'euros, objet soutien à la campagne désignée NS. Monsieur Sarkozy, inutile de faire semblant de ne pas reconnaître vos initiales. Le silence dans l'hémicycle explose en ondes de stupeur. Les caméras s'activent, les objectifs braqués sur un Sarkozy figé, le teint soudainement cadavérique. Lecornu implacable poursuit sa démonstration, sans même lever la voix. « Ah, vous affirmez que Taqi-Eddine a inventé tout ça ? Très bien. Alors comment expliquez-vous ces relevés bancaires libyens ? 3 retraits faramineux en liquide, novembre 2006, janvier et mars 2007. Pile les mêmes dates que celles évoquées par votre affabulateur professionnel. Quelle étonnante coïncidence, vous ne trouvez pas ?
L'ancien président, visiblement ébranlé, tente de reprendre la parole. « Monsieur le Premier ministre, ces pièces sont… » Mais Lecornu, sans lui accorder un regard, tranche net, d'un ton sec. « Non, monsieur Sarkozy, cette fois vous allez écouter. Le temps des monologues est terminé. » Et le rouleau compresseur reprend sa marche. Mais attendez, ce n'est qu'un début. Voici la pièce maîtresse des enregistrements audio. Et oui, en 2007, les services de renseignement de Kadhafi ne se contentaient pas de surveiller, ils enregistraient tout. Chaque mot, chaque échange, chaque arrangement. Et maintenant, grâce à nos services, ces archives ont refait surface. Je vous propose qu'on en écoute un extrait ensemble. Le silence est total. Pas un souffle, pas un murmure. Quand Lecornu lance l'enregistrement dans l'enceinte de l'Assemblée, on croirait entendre battre les cœurs. La voix de Takieddine, claire comme de l'eau de roche, emplit la salle. Le ministre est ravi du premier envoi. Il aimerait savoir si le second versement pourrait être avancé à janvier au lieu de février. Une voix en arabe lui répond immédiatement, traduite par une voix off. « Aucun souci, le colonel est d'accord. Dis à Sarkozy que la Libye se souvient toujours de ses vrais amis. » Et là, l'ambiance chavire. L'effet est foudroyant. Sarkozy blêmit. Les regards fusent. L'hémicycle retient son souffle. Lecornu, implacable, continue la démonstration. Vous maintenez que vous n'avez jamais croisé Takieddine dans ce contexte. Alors comment expliquez-vous ces images de vidéosurveillance de l'hôtel Raphaël? Le 4 mars 2007 à 22h30, vous entrez discrètement. 12 minutes plus tard, Takieddine franchit la porte. Vous passez 47 minutes ensemble dans la suite 401. Vous discutiez de quoi? De littérature russe. L'ancien président tente de rester impassible, mais son masque se fissure. Les républicains, eux, figés comme des statues de cire. Et puisqu'on parle de votre entourage, enchaîne Lecornu, que dire de Claude Guéant, votre bras droit de l'époque avril 2008. À peine quelques mois après votre arrivée à l'Élysée, il ouvre un compte aux Seychelles. Un demi-million d'euros y est versé. En liquide, et toujours aucune explication valable à ce jour. Pause, sourire ironique. Vous imaginez sérieusement qu'on va gober que c'est un pur hasard, que ces fonds tombés du ciel n'ont aucun lien avec les valises qui circulaient entre Tripoli et Paris? Allons un peu de respect pour notre intelligence collective. La révélation sur Guéant vient de pulvériser toutes les limites. C'est une déflagration dans l'hémicycle, brouhaha, cris, exclamations, un chaos parlementaire pur jus. Lecornu attend patiemment que la tempête se calme, puis l'œil rivé sur Sarkozy, il assène ce qui va devenir la question fatale. Et maintenant, voici le point le plus sombre de toute cette histoire. Monsieur Sarkozy, en 2011, c'est vous qui avez donné le feu vert aux frappes françaises sur la Libye frappe, qui ont précipité la chute puis la mort de Mouammar Kadhafi. Or, plusieurs hauts responsables libyens que nous avons protégés et interrogés affirment que, peu avant sa disparition, Kadhafi menaçait ouvertement de tout balancer, montant date non valise. Il exigeait que la France cesse immédiatement son appui aux rebelles. Quelques semaines plus tard, il mourait dans des conditions pour le moins opaques. Et puis vient la question glaciale tranchante, terrible. Auriez-vous, monsieur Sarkozy, décidé de faire taire définitivement Kadhafi pour l'empêcher de parler? C'est l'explosion. L'hémicycle s'embrase. Cris, invectives, agitation générale. Sarkozy bondit de son siège livide hors de lui. C'est une honte, une infamie. Je ne resterai pas ici à écouter ça. Mais Lecornu ne lui laisse pas l'occasion de fuir. Ce qui est honteux, monsieur Sarkozy, c'est d'avoir bradé la diplomatie française pour remplir vos caisses de campagne. Ce qui est infâme, c'est d'avoir dupé vos concitoyens pendant 2 décennies. Et ce qui est le plus insultant, c'est de continuer à penser qu'on va vous croire encore une fois. Monsieur Nicolas Sarkozy, pour avoir trahi la confiance de la nation, pour avoir perverti les institutions à des fins personnelles, pour avoir peut-être fait taire ceux qui voulaient parler, je demande solennellement au procureur de la République d'ouvrir sans délai une procédure judiciaire pour haute trahison, corruption aggravée et complicité d'homicide. Votre statut d'ancien président ne vous servira plus de bouclier. Aujourd'hui, c'est la vérité qui gagne, mais pas celle que vous clamiez. La réaction fut immédiate, presque instinctive.
Sarkozy blême tourna les talons et quitta l'Assemblée nationale dans un vacarme de protestations et de cris. Des élus l'applaudissaient, d'autres le huaient. Le contraste était saisissant. Sous l'œil implacable des caméras, on vit un homme autrefois au sommet désarmé vider l'expression d'un naufrage politique figé sur son visage. Lui, le tribun inépuisable, n'avait plus un mot à dire. Le lendemain, la presse se déchaîne. Une pluie de gros titres s'abat. Sarkozy déchu, fin de règne, la vérité libyenne. Le Monde publie l'intégralité des documents explosifs. Mediapart dissèque les bandes sonores révélées en commission. Libération dévoile de nouveaux témoignages de transfuges libyens. En 24 heures, le récit de 20 ans de défense s'effondre. À peine les premières secousses digérées, une avalanche de révélations s'abattit. D'anciens proches de Sarkozy, longtemps silencieux, se mirent soudain à délier leur langue. Liés, le parti Les Républicains, jusque-là unis dans le déni ou la solidarité, se fractura brutalement. Les fidèles indéfectibles affrontaient désormais les déserteurs prudents. Claude Guéant, pilier du système, fut emmené en garde à vue. Et même Thierry Herzog, l'éminent avocat, vit l'ombre d'une mise en examen se profiler pour obstruction manifeste à la justice. Moins d'un trimestre après ce choc politique sans précédent, les répercussions étaient d'une ampleur historique. Le parquet national lançait une enquête judiciaire pour haute trahison, une procédure d'exception réservée aux cas les plus graves touchant la République. Nicolas Sarkozy, lui, se retrouvait sous contrôle judiciaire rigoureux assignation. Sur le sol français, pointage hebdomadaire obligatoire, passeport confisqué. Mais plus encore que les ennuis judiciaires, c'est son image qui sombra pour de bon. Celui qui rêvait d'être gravé dans le marbre comme un rénovateur audacieux et visionnaire est désormais scellé dans la mémoire collective comme l'homme d'État qui aurait bradé l'honneur de la France contre les mallettes d'un dictateur. Ce qui s'est joué là, résuma l'historien Patrick Whale avec gravité, c'est le dévoilement d'un des scandales de corruption les plus retentissants de toute l'histoire de notre République. 2 décennies durant, Sarkozy a dansé entre les mailles du filet judiciaire. Il aura fallu l'audace froide et lucide d'un Premier ministre pour enfin dire tout haut ce que le pays murmurait à demi-mot depuis des années. Quant à l'écornu, le héros inattendu d'un scénario trop longtemps étouffé, il fut porté au nu par tous ceux qui espéraient depuis des lustres que l'affaire libyenne sorte enfin de l'ombre. Sa déclaration du 22 janvier 2026 devint un cas d'école dans les amphithéâtres de droit. On l'analysait comme un chef-d'œuvre de fermeté républicaine, de maîtrise des preuves et de courage institutionnel. Ce que retiendra l'histoire, qu'en ce mois de janvier 2026, dans l'hémicycle solennel de l'Assemblée, un homme de 39 ans mit à genoux sans violence mais avec une implacable rigueur l'un des chefs d'État les plus controversés de la VE République. Et qu'en réhabilitant la parole vraie face aux mensonges politiques, il rendit aux citoyens une étincelle de foi en la justice et en leur institution.